le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et comme toujours, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Un épisode où, une fois de plus, je ne serai pas toute seule puisque je reçois au micro Mélanie. Mélanie qui est la créatrice de la marque Oh là là Bijoux et qui s'est lancée il y a plusieurs années dans la formation pour aider les créatrices qui veulent se lancer et ou se perfectionner dans la création de bijoux. Et aujourd'hui, nous allons te parler d'un sujet dont je n'avais pas encore parlé sur le podcast et qui me semblait hyper important dans son parcours d'entrepreneuse créative puisque c'est celui de choisir son nom de marque. Et donc à la fin de cet épisode, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir pour choisir ou rechoisir un nom de marque performant et mémorable. Et tu verras que Mélanie n'est pas avare de conseils et d'idées de noms. Allez, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello Mélanie, et je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Créapi, surtout que l'on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur le podcast et pourtant c'est un sujet que j'adore. Avant qu'on démarre, comment vas-tu Mélanie ? Eh bien, bonjour Marie. Eh bien, moi ça va. J'allais dire très bien, mais ça s'entend peut-être à ma voix. Je sors d'une petite semaine de maladie, voilà, les affres de l'hiver. Mais à part ça, ça va très très bien. Ah bon, alors là tant où mieux. Je suis, le soleil brille et c'est une bonne journée. Et oui, c'est vrai que Mélanie est pas en France, elle est plus au sud, du côté du Ouais. Portugal. Donc, est-ce que c'est vrai, il fait meilleur au Portugal qu'en France ? Je pense qu'on peut le dire. Ok, en tout cas, là où je suis, on dit souvent qu'il y a 400 jours de soleil par an. Mais bon, c'est pas tout à fait vrai, je dois l'avouer. Mais on est pas mal lotis. Bon, super. Donc, génial. Bon, en tout cas, tant mieux si ça va mieux au niveau de ta santé. C'est vrai qu'il y a plein de petits virus en ce moment qui traînent. Ouais, ça tourne beaucoup. Ouais, là, ça tourne beaucoup, comme quoi, même au Portugal. Ah oui, non, on n'y échappe pas par contre. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup alors pour ce petit interlude météo et virus grippaux. Voilà. Ouais, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ce que tu fais et ton histoire d'entrepreneur créative ? Oui, alors donc moi c'est Mélanie, comme tu viens de le dire. J'ai pas tout à fait 40 ans, bientôt, et j'ai 2 enfants, et donc je vis maintenant au Portugal après avoir vécu quelques années sur l'île de Malte et puis avant cela en France. J'ai créé il y a une douzaine d'années la marque Oh là là Bijoux, donc une marque de bijoux en plaqué or. Initialement, c'était en argent, puis ensuite très vite en plaqué or, qui a eu, on va dire, son petit succès à son échelle. Qui aujourd'hui est, on va dire, en pause. Enfin, en tout cas, je ne l'alimente plus beaucoup parce que j'ai une deuxième activité suite à celle-ci. Depuis 5 ans, je suis également formatrice en ligne à la bijouterie. Donc, je forme les débutants, tous ceux qui le souhaitent à se former à la bijouterie. Et voilà, pour se reconvertir dans ce joli métier, puisque moi aussi je suis issue d'une reconversion. La bijouterie n'était pas mon domaine principal. Avant cela, je travaillais dans le commerce international pour des groupes de cosmétiques, notamment pour Chanel. Et voilà. Okay. Et puis un jour, j'ai bifurqué. Ok, super. Alors, ça arrive souvent, les artisanes, les créatrices de bijoux, ouais, etc. Il y a beaucoup de reconversions. Donc, ouais. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, de reconversion. Oui, ouais, c'est un bon sujet, effectivement. Oui, mais j'ai noté plein de sujets qu'on pourrait voir ensemble aussi. Notamment, j'aime beaucoup le côté où tu es finalement digital nomade en étant créatrice / formatrice. Ouais. Et ça peut être, je me le suis noté, un sujet intéressant. Mais revenons-en à nos sujets.
enfin au sujet qui était prévu au départ. Si j'ai demandé à Mélanie d'intervenir sur le podcast, eh bien justement c'est parce que donc tu le disais, depuis 5 ans maintenant, tu aides donc les personnes à se former à la bijouterie, aussi bien sur le côté métier que sur tout ce qui est communication, etc. Et je suis abonnée à la newsletter de Mélanie et j'ai adoré une édition où elle parlait de choisir son nom pour sa marque. C'est un sujet, comme je disais, que je n'avais pas abordé. Je me suis dit, ça peut être hyper intéressant pour qu'on en parle aujourd'hui. Et du coup, je te propose qu'on démarre, qu'on parle de ça. Et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu l'importance aujourd'hui, justement, de choisir son nom de marque. Est-ce que tu peux nous indiquer en quoi ce nom de marque, il va être important dans son aventure entrepreneuriale? Oui, alors je pense qu'un petit peu instinctivement, les créatrices le savent. Un nom, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ni par hasard, ni par-dessus l'épaule. C'est quelque chose qui va nous suivre, qui va suivre notre marque et notre évolution. C'est un petit peu comme choisir un prénom pour son enfant. En général, on va faire gaffe à 2-3 choses, notamment est-ce qu'il va bien avec le nom de famille, est-ce que on n'a pas 2 fois ce même prénom dans notre entourage, on va faire attention à ce que ça sonne bien, à ce que à ce que ça plaise à notre conjoint. Ce sont des critères que l'on va prendre en compte parce qu'on sait très bien que ça va définir un petit peu, je dis bien un petit peu, la personne s'il s'agit d'un enfant, mais également parce qu'on sait que normalement un nom on le garde quasiment toute sa vie. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement, pour son business. On va pouvoir, effectivement, être un petit peu plus souple sur certains critères. Mais si c'est si important, c'est parce qu'il y a plusieurs critères, il y a plusieurs choses qui découlent d'un nom de marque. Il va y avoir, en fait, ça va être la partie écrite de l'identité de marque. On parle souvent du branding, de l'identité visuelle d'une marque, mais le nom de marque fait également partie de cette identité de marque. Alors, ça va être effectivement la partie écrite. Il va falloir que ce nom résonne. Il est rare qu'un nom ne résonne pas du tout et n'évoque rien du tout. C'est quasiment impossible. Donc, il va falloir réfléchir à ça, c'est pour ça que c'est important, mais également, et ça c'est beaucoup plus concret, parce que le nom va être en fait la porte d'entrée pour pouvoir être trouvé, et notamment de nos jours sur Internet, avec les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Sans nom, on ne peut pas être retrouvé, donc forcément, il est important de réfléchir à la meilleure façon de pouvoir être facilement retrouvé, et notamment en ligne. Et effectivement, tu as raison, c'est hyper important. Donc, le nom de marque, c'est ce qui va nous permettre d'être retrouvés. Et j'aimerais pousser l'exercice un tout petit peu plus loin. C'est aussi lui qui va permettre à ce qu'on se souvienne de notre entreprise. Tout à fait. Donc ça, on le verra peut-être plus tard sur justement comment bien choisir son nom de marque. Et c'est vrai que bon, ça, les personnes qui écoutent Créapi le savent, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qui va être important aussi, c'est qu'on se souvienne de nous. Et ça passe notamment déjà par, certes, le branding, mais aussi le côté écrit du branding, donc avec le nom de marque, pour que ce dernier puisse être facilement mémorisable et voilà, et qu'on se souvienne rapidement de nous. Il faut éviter d'avoir peut-être des noms un petit peu trop alambiqués parce que justement derrière, il faut que les gens puissent se souvenir, puissent nous trouver, savoir l'écrire et aussi se souvenir de nous si un jour ils ont envie justement de se dire tiens, j'ai envie d'acheter un bijou, ah ben oui, j'avais vu le nom de marque, voilà, et je m'en souviens. Donc voilà, je tenais juste aussi à... Non, effectivement, enfin je le mentionnerai peut-être un peu par la suite, mais ça fait partie effectivement des critères de prédilection pour pouvoir choisir son nom de marque. Donc en fait, pour résumer, tu disais, donc c'est important parce que c'est ce qui fait partie de notre branding, c'est le côté écrit de notre branding, de notre identité de marque. Donc ça vient aussi ancrer vraiment qui est notre marque. Ensuite, il va être utile pour être retrouvé, pour être découvert sur les moteurs de recherche et également pour que les gens se souviennent de nous. Eh bien, ça va être grâce à ce nom de marque que même les gens vont pouvoir parler de nous. Ça paraît hyper logique et un peu bateau, mais je préférais quand même qu'aujourd'hui, on réaborde ce point-là. Et du coup, ça m'amène à une deuxième question parce que je sais qu'il y a des créatrices qui vont déjà se poser la question, même s'ils me l'ont déjà posée. Pourquoi, à un moment donné, choisir un nom de marque plutôt que de garder son nom personnel? Ou dans quel cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça, ou dans quel cas il est préférable de garder son nom personnel versus un nom de marque? Effectivement, est-ce qu'on peut garder son nom propre comme nom de marque? En fait, alors c'est tout à fait recevable, il n'y a aucune contre-indication à cela.
C'est d'ailleurs assez fréquent dans le domaine de l'artisanat, on va dire en général, de la bijouterie en particulier. Il y a beaucoup de personnes qui gardent leur nom de marque et voilà. Et ça, c'est tout à fait leur nom personnel, pardon. Et ça, c'est tout à fait valable. Effectivement, avoir un nom personnel, ça ancre donc la marque avec la personne. Alors, il faut aussi le vouloir, hein, parce que du coup, il faut se rendre compte, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte quand on se lance et on a l'impression que personne ne nous regarde et personne ne nous écoute. Mais si un jour vous avez un énorme succès, eh bien, votre nom sera votre nom de marque. Donc, vous serez facilement identifiable, trouvable, l'anonymat n'existera plus. Donc, même sans aller jusque-là, il faut être prêt quand même à incarner en fait cette marque. Je pense notamment à la marque Cézanne, qui, avant de s'appeler Cézanne, portait le nom de sa créatrice, Morgane Césalori. Et voilà, si elle avait gardé aujourd'hui son nom et prénom, Morgane Césalori, bon, ben, voilà, elle ne serait plus anonyme, ça donne une autre dimension. C'est incarner en fait la marque et son créateur ou sa créatrice fusionnent en fait quelque part. Donc c'est tout à fait recevable quand on fait une activité artisanale, effectivement, ça s'y prête. Ceci dit, il va y avoir quand même quelques points sur lesquels il va falloir faire attention. Il faut que déjà, comme on l'a mentionné juste avant, le nom soit simple à orthographier. Parce que si on a un nom compliqué, il va être difficile à mémoriser, difficile à orthographier. Et on sait très bien que les noms, notamment les noms de famille, peuvent parfois être voilà, assez compliqués à retenir. Donc, il faut qu'il soit simple à orthographier. Il faut également qu'il soit à la fois peu commun, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas partout, parce que si on s'appelle, je vais dire Paul Martin, J'étais sur les Martins aussi. Voilà, si on prend des noms, prénoms très, très tendance, ou en tout cas très, Très commun. Très communs, que l'on voit souvent, bah forcément, on va pas, quelqu'un qui va vouloir se rappeler du nom de la marque de bijoux va se dire, attends, c'était Paul Martin, non Paul Dupont, non Pierre Dupont, non Pierre Martin. Enfin, voilà. Il faut que ce soit à la fois peu commun, mais en même temps pas trop alambiqué pour que ce soit mémorisable. Comme ça rejoint le point précédent, si le nom est vraiment très compliqué à mémoriser, il se peut que tout simplement on n'arrive plus à être retrouvé. Donc il faut un juste milieu entre ces deux. Et troisième point, il faut également prendre en compte que le nom doit être en accord avec l'activité que l'on fait. Il faut qu'il soit également assez, joli à prononcer. Ça va être quelque chose de plutôt instinctif. Là, il n'y a pas de règles en la matière, mais par exemple, si on s'appelle, je sais pas, je vais inventer un nom, Maria Inmaculada de las Torres de las Casas de Española, on va pas avoir tout à fait la même idée des bijoux qui seront créés que si on a un nom qui sonne suédois. Par exemple, alors là, je parle des régions, mais voilà, il faut prendre en compte que voilà, le nom, c'est une personne, mais c'est aussi quelque chose qui va être prononcé, qui va donner une identité, qui va peut-être parler à votre place. Donc, voilà, si votre nom, prénom réunissent ces trois critères, alors il n'y a pas de contre-indication, au contraire, à utiliser son nom propre. Oui, après on peut aussi avoir des jeux entre un nom de marque versus son nom personnel. Un peu comme moi, c'est vrai qu'on retrouve mon prénom du coup dans mon nom de compte Instagram par exemple. Ouais. Donc voilà, il peut y avoir aussi un entre-deux. Et ce qui est très important du coup que tu nous as bien... En fait, le plus important, ça va être de retenir un nom qui est simple à orthographier. Donc pour les noms personnels trop compliqués, désolé là-dessus, va peut-être falloir passer son tour. Qu'il soit aussi... pas trop commun, mais en même temps non plus pas trop alambiqué. Donc, il faut trouver le juste milieu. Parce que tu le disais, alors on le disait tout à l'heure, c'est bien pour être mémorisé, mais ça va être bien aussi pour être retrouvé sur Google. Si par exemple, on repart sur Paul Martin,
Si on commence à taper Paul Martin sur Google, pour être référencé, ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, voilà, il faut, comme tu disais quand même, que ça soit pas non plus trop spécifique, puisque, troisième point, c'est important aussi d'être en raccord avec l'activité. Donc, et ça aussi pour le référencement, ça peut être bien, et notamment le référencement Instagram. Les gens le savent, je suis une petite fanat d'Instagram. J'ai toujours une petite pensée pour Instagram. Et c'est vrai que de retrouver dans son nom de compte aussi l'activité artisanale que l'on peut faire, c'est toujours un plus pour le référencement aussi sur Instagram. Oui. Et alors, tu as commencé donc à nous dire déjà plein de petites astuces, mais là, j'aimerais qu'on passe maintenant à tes conseils sur comment choisir son nom de marque. Quels sont les points les plus importants à suivre? Oui, alors écoute, je vais reprendre grosso modo un petit peu les points de l'article que j'avais, voilà, que j'avais vu du coup. Découvert, oui, voilà, c'est ça. exactement. D'ailleurs, excuse-moi, je me permets de te couper, mais je mettrai du coup l'article aussi, le lien de l'article dans les notes de l'épisode. Mais c'est toujours plus sympa aussi d'entendre la créatrice du contenu nous le raconter. On peut broder un petit peu autour aussi. Oui. Donc. Super. Alors, effectivement, j'ai quelques conseils à donner sur la façon. Alors, on parle pas de recettes miracles, on parle de conseils on va dire de feuilles de route. Pour celles pour qui ce ne serait pas une évidence, parce qu'effectivement, choisir son mot de passe, j'allais dire. Choisir son nom de marque, parfois, ça peut être une évidence. Ça peut être un nom qu'on a toujours voulu, qu'on a toujours imaginé, ou ça peut être quelque chose qui pop dans la tête. Je précise quand même qu'il faut faire attention à ça, parce que ce n'est pas parce qu'on a un nom qui nous plaît que celui-ci va être au final notre nom de marque, et on verra par la suite pourquoi. Mais on va donc, essayer de se donner en tout cas quelques consignes et quelques vérifications concernant ce nom de marque. Donc dans le cas, par exemple, où on n'aurait pas vraiment d'idée, où on ne serait pas sûr du nom que l'on veut donner à sa marque, alors je conseille tout d'abord de bien se poser à plat et de savoir exactement ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez et à qui vous le vendez. Alors ça, en général, c'est un exercice qu'on devrait faire dès le départ, qu'on fait rarement dès le départ, mais ce sont des questions de cible et de intrinsèque à ses créations et à ses propres marques, c'est de savoir exactement, voilà, quel type. Alors, en l'occurrence, moi, je travaille dans le bijou, mais quel type de bijoux je crée, à qui est-ce que je souhaite les vendre, à qui je m'adresse, qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on achète mes bijoux. Donc, voilà, déjà avoir une idée de qui sont les personnes qui vont les acheter. Parce que, par exemple, c'était un exemple que je donnais dans l'article, on ne va pas, par exemple, créer des bijoux gothiques et s'appeler Mimi la fourmi. Parce que ça ne va pas ensemble, ce ne sont pas les mêmes personnes. Personne n'ira chercher Mimi la fourmi si on a envie d'acheter des bijoux massifs, gothiques pour hommes, par exemple. Donc, il va falloir qu'il y ait une cohérence. Donc déjà, si on sait à qui on s'adresse et ce que l'on vend, si on est bien au clair avec ça, ça va aider, en tout cas, à aiguiller le choix du nom de marque. Ensuite, une fois qu'on a tout ce background, je propose tout simplement de brainstormer. Alors ça, en général, c'est une partie qu'on aime bien, mais il faut le faire de façon sérieuse, c'est-à-dire vraiment se poser un moment, réunir toutes ces sources d'inspiration, être au calme, se sentir inspiré ce jour-là, ne pas le faire un jour où on est énervé, déprimé, évidemment ça va de soi, mais vraiment prendre un temps et ensuite brainstormer, c'est pas uniquement réfléchir et puis il y a des choses qui arrivent dans la tête, ça va être créer on dit en anglais du mind mapping, mais ça va être comme des systèmes, en fait des écosystèmes où on va prendre par exemple un thème, ça peut être la nature par exemple ou la couleur, et on va de là vraiment ne pas se limiter et noter tout ce qui nous vient en tête autour de ce thème. Ça peut aussi bien être tout le champ lexical qui va autour. Alors effectivement, il existe des sites
qui peuvent vous donner des idées pour ce qui est du champ lexical. Et même s'il y a des mots qui ne nous semblent pas pertinents, on va quand même les noter parce que ça va peut-être nous faire rebondir vers d'autres choses. Ça peut être également des onomatopées, des bruits, des sensations, des couleurs qui nous viennent en tête. Voilà, des chiffres même, c'est tout à fait possible. Donc, on va noter sans se limiter et vraiment de façon très large. Et on peut prendre plusieurs thèmes. On n'est pas obligé de se limiter à un thème. Mais voilà, selon le bijou que l'on crée, selon l'essence, on va dire, ou même selon ce qui nous plaît autour de tout ça, on va essayer de développer l'imagination autour de cela. Et ensuite, ce que je conseille, c'est de laisser reposer, décanter. On laisse ça comme ça. On ne fait pas de tri tout de suite. On ne prend pas de décision à chaud. On essaye de laisser décanter. Alors, on peut éventuellement se surligner, on va dire, les mots qui seraient revenus, les expressions, les mots, les bruits, voilà, qui nous font tilt un petit peu. On se les surligne, mais on laisse tout comme ça et on laisse la nuit porter conseil, comme on dit. Ouais, du coup, toi, tu conseilles de laisser poser combien de temps? Juste une nuit ou c'était une histoire, c'était juste une expression ou ça peut être un peu plus longtemps? Non, j'ai pas réellement de. Disons que cette étape-là, en général, il ne faut pas se mentir, on va la voir assez tôt dans notre réflexion quand on se lance. J'ai même envie de dire que souvent, quand on crée, vraiment quand on fabrique un bijou, c'est le genre de réflexion qu'on a en arrière-plan dans sa tête. C'est pas quelque chose, voilà, que c'est important pour une créatrice souvent. Bon, si ça l'est pas, c'est pas grave. Donc souvent, c'est une réflexion qu'on va avoir assez tôt dans la création de son entreprise, mais ce n'est pas forcément une urgence que de trouver un nom, puisque l'urgence, ça va être de créer des produits. Donc disons que cette décision, elle peut être prise presque au moment de créer son entreprise et donc de devoir donner un nom. Du coup, plus il y a de temps qui passe entre le brainstorming et le choix, et plus on sera sûr de son choix. Je sais que pour ma part, ma marque Olala Bijoux, je l'ai créée, ça a été un nom assez instinctif. Je l'avais en tête depuis un moment. Je peux pas dire que je le regrette, mais ça n'a pas été un choix fait en toute voilà, avec une méthode comme ça a été très instinctif et voilà, ça me va très bien, mais à refaire aujourd'hui, j'aurais pris un peu plus de temps, je me serais moins précipitée. Voilà. Je me pose exactement la même question. Alors, je ne suis pas une créatrice. Je me pose des questions, moi, justement, pour changer aussi, me trouver un nom de marque. Voilà. Donc, en même temps, je te cache pas que cet épisode m'intéresse beaucoup parce que qu'on soit créatrice ou pas, finalement, l'exercice est quasiment le même. Et effectivement, moi, au départ, ça a été instinctif. J'ai juste fait valider à 2-3 personnes qui m'ont dit oui. Et aujourd'hui, je me ressens plus dedans. Je l'aime pas. Il y a plein de... Tu le disais tout à l'heure sur la première partie, de cartographier un petit peu son univers, de pourquoi on le fait, des valeurs et tout ça. Et moi, je ne m'y retrouve pas du tout dans ce nom. Enfin, bon, bref. Ça me fait rebondir sur ça. C'est vrai que le fait d'avoir de cartographier un univers, ça va être utile pour le nom de marque, mais pas que, parce qu'après, on sait très bien que, bien, il va y avoir peut-être une sous-marque. Je sais qu'à un moment, moi, dans mes bijoux, j'avais fait des bijoux pour enfants. Donc, j'avais fait Olala Mini, mais ça aurait pu être Little Olala, ça aurait pu être Petit Olala, Olala Petit, Olala Chouchou. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont en découler. Il va y avoir également potentiellement un site internet, une page Instagram, il va y avoir une carte de visite à designer. Et en fait, cet univers-là, ce champ lexical-là va pouvoir être utile pour beaucoup d'autres choses. Et en fait, effectivement, il y a le mot en soi qui va définir ou les mots qui vont définir le nom de marque, mais il faut peut-être aussi avoir dans un coin de sa tête tout le champ lexical qu'on pourrait développer. À côté de ça, je ne sais pas, par exemple, si on a un nom de marque sur le thème des abeilles, et qu'ensuite on veut créer un atelier partagé, eh bien peut-être qu'on l'appellera la ruche.
parce que ça va bien avec. Peut-être que si on ouvre une boutique, on donnera un nom en rapport avec le nom de sa marque. Si on crée une box avec d'autres créatrices, ça va être beaucoup de choses qui vont découler de ce nom-là. Donc, c'est intéressant de faire cette réflexion. Voilà, on va peut-être se dire, ah, là, il y a un thème, il y a quelque chose qui se dégage que je vais pouvoir développer. Donc, excuse-moi, ça me fait aussi rebondir. On fait plein de rebondissements avec Mélanie sur ce que tu disais, notamment que ce nom de marque peut être aussi, alors c'est pas une obligation, mais ça peut être un point d'entrée pour créer ces catégories de produits / ces collections. Comme tu disais, toi, tu as eu voilà toute la collection mini, pour les enfants, on aurait pu avoir les hommes, on aurait pu avoir les femmes, enfin bref, en fonction des types aussi de matériaux qu'on peut travailler, etc. Donc, ça peut être aussi quand on le brainstorm, donc sur la deuxième étape, au niveau du brainstorm, de se dire, est-ce que derrière, il peut être... Alors, en fait, je sais pas, je t'ai coupé, peut-être qu'il y a une checklist après à suivre, je ne sais pas, mais d'avoir dans un coin de sa tête, de se dire, OK, derrière, il peut être décliné sur d'autres choses si on a envie. C'est oui, pas alors une c'est bien obligation. de le garder en tête. Après, ta question me fait dire que quand même, il ne faut pas... faut être assez sûr de soi quant au développement qu'on veut avoir. Je pense notamment, si je reprends le thème des abeilles, parce qu'à un moment, on aurait fait une collection de bijoux en alvéolés. Donc, voilà, on va dire le symbole de l'alvéole nous plaît bien, tout ça. Est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 12 collections derrière soi, on n'en aura pas un petit peu marre? Voilà. Ça n'empêche qu'on peut garder le nom de l'abeille, puisque c'est ce qui a fait connaître la marque. Moi, effectivement, si je reprends Oh là là, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est que je trouve que ce nom ne correspond plus trop à ce que je souhaite dégager. Mais je suis arrivée à un moment où en fait ma notoriété entre guillemets, parce que je suis pas une grande marque non plus, mais la notoriété de la marque est passée en avant, donc le nom je vais le garder. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est plus trop corrélé à ce que je propose comme bijou. Mais le changer maintenant ne serait plus judicieux. Donc, à réfléchir en amont si le nom ne nous enferme pas dans un type de création ou un type de contenu qui serait ensuite difficile de garder sur le long terme. Ok. Merci beaucoup pour ton partage. Et alors justement, c'est dans la suite des questions où on pourra venir voir si on veut changer de nom de marque. Ouais. Qu'est-ce que justement tu conseilles? Tu nous en as déjà dit. Du coup, je te propose qu'on revienne sur ta feuille de route. Ouais, sur ta feuille de route. Juste, je les résume. Donc, premièrement, c'était voilà, de cartographier son univers, qu'est-ce qu'on vend, le pourquoi et à qui, pour voilà, avoir une vision, pour justement pas se dire bon ben je fais du gothique et je veux m'appeler Mimi la fourmi ou la licorne qui fait des bulles. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie de brainstorm où tu parlais de mind mapping, c'est ça, faire une carte mentale, on va mettre des thèmes et de là on va vraiment pas se limiter, on va faire un nombre, voilà, tout ce qui nous vient par la tête, on va tout poser. Ça, c'est une étape vraiment écrite. Hein. Il faut vraiment écrire tout ça, le faire sur un bout de papier, que ce soit sur l'ordinateur ou sur papier. Moi, je conseille quand même sur papier parce que quand ça passe visuellement par la main, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me réussit le mieux. Mais c'est vraiment une étape concrète et écrite. Ok, il faut pas juste se le garder en tête. D'accord, oui, tout à fait. Donc là, bien l'écrire. Et sur papier, je suis assez d'accord quand on l'écrit, on l'encre. Et même des fois, à l'écriture, on peut déjà avoir ça me plaît bien ou autre. Donc, pour la deuxième étape, ok. La troisième, tu disais donc de laisser reposer. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de durée, mais on va dire, après, il y a une histoire aussi où on peut le sentir. Ça dépend aussi de si on veut se lancer tout de suite, il va peut-être falloir raccourcir un petit peu ce temps de repos. Oui. C'est surtout l'idée, c'est de ne pas choisir à chaud. Ok, c'est vraiment parce qu'aussi ce temps-là va permettre éventuellement tout d'un coup d'avoir des éclairs de génie. Ah oui. Tu sais ce truc qui te réveille la nuit. Sous la douche. Ouais, c'est ça. Il est parfait, j'y avais pas pensé. Et puis il faut absolument se le noter. Voilà. Et en fait, si on ne laisse pas ce temps de décantation, on ne laisse pas la possibilité à d'autres choses d'arriver en tête auxquelles on n'aurait pas pensé. Le cerveau, il travaille beaucoup la nuit notamment. Il assimile, il classe, il range et souvent on va se réveiller le lendemain avec des idées plus claires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains mots finalement, non, ça revient pas. Et puis il y en a d'autres qui vont persister ou d'autres qui vont arriver. Donc effectivement, il n'y a pas de limite dans le timing,
mais se laisser un petit temps quand même Ok, super. Donc, on arrive maintenant à notre 4e étape. Yeah. De choisir une méthode, tout simplement. Une fois qu'on a quelques mots qui sont ressortis, une fois qu'on a fait un petit peu le tri, que le tri s'est opéré tout seul, on sait qu'il va y avoir quelques mots qui vont rester, donc on se les garde, on les a sous le coude et on va commencer à essayer de les associer, de les travailler. Alors, effectivement, dans l'article, je propose plusieurs pistes, on va dire, qui sont pas, ce n'est pas une liste exhaustive de ce qui est réalisable, mais ce sont des pistes, voilà, pour les personnes qui manqueraient D'inspiration, oui. Inspiration, c'est le mot que je cherchais. Alors voilà, on peut par exemple choisir un mot simple mais sans équivoque. Alors là, c'est ce qu'on aimerait tout de suite trouver, mais forcément, il y en a beaucoup qui sont déjà pris. Mais voilà, un mot apache, pulpe, oh là là, comme moi. Oui. Oh non, prenez pas oh là là. Non, ça sert à rien. Ça va être galère en référencement. Elle est déjà là. On peut également trouver un mot, donc toujours un mot unique, mais qui n'a pas de signification, auquel cas il va falloir bien faire attention à ce qu'il soit bien prononçable et bien mémorisable. Je pense à la marque Persta, NAC, Flouk, ça va être ce genre de choses. Toujours un mot... Oui. Excuse-moi, je me permets de rebondir sur ce point-là, de bien vérifier aussi ce mot qui peut être inventé, où on ne sait pas trop finalement ce que ça veut dire. Signification, qui n'est pas une autre signification dans d'autres langues notamment. Je sais que l'autre fois, moi, je travaillais avec une agence de communication qui cherchait pour un nouveau projet un nom. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un nom de chien en Asie ou un loup asiatique. Enfin, il y avait un petit quelque chose comme ça. Donc, dans les faits, c'était parfait. Voilà, ça allait bien quand même avec le positionnement, mais quand même à vérifier. Voilà. Excuse-moi, je te rends notamment dans les si on souhaite vendre à l'international, vérifier au moins, j'ai envie de dire en anglais, en espagnol, en arabe, voilà, ce genre de voir qu'il n'y ait pas de signification trop grotesque, ne serait-ce que ça. Aussi, tu as raison, oui. Donc, pour continuer dans la liste, il peut y avoir effectivement le mot unique toujours, mais avec une orthographe légèrement modifiée. Alors, il faut faire bien attention à ça, je vais dire pourquoi. Donc, il y a des marques comme Brune avec un tréma sur le U, Fawcett qui s'écrit TH à la fin, Clin d'œil avec un K pour le bleu clin. Alors, il faut que ça puisse être très rapidement visualisé, cette petite faute qui est volontaire. Il faut qu'elle soit facilement visualisée et intégrée. Il faut que ça fasse vraiment partie du nom. Parce que sinon, tout simplement, si on écrit un mot avec une faute, on n'est jamais retrouvé. Donc, il faut que ce soit vraiment une petite faute, mais qui puisse être facilement... Enfin, je dis une faute, c'est pas une faute, c'est une orthographe modifiée, on va dire, mais qu'il faut facilement visualiser pour pouvoir l'orthographier ensuite sans problème. Ça peut être également un anagramme ou un double sens. Donc, je parlais tout à l'heure de Cézanne, qui est la contraction de Morgane Césalory, qui était très judicieux. Et en plus, Cézanne, ça évoque ce nom français, ce peintre. Donc, ça allait très bien. C'était très bien trouvé. Ça peut être également la traduction d'un mot dans une autre langue. Je pense à la marque Titli, qui veut dire papillon en hindou. C'est très mignon, c'est facile à prononcer. Ça donne une histoire aussi à raconter. Mais toujours pareil, il faut que le mot soit facilement prononçable et mémorisable pour la cible à laquelle vous allez adresser. Si vous vendez en France, il faut qu'un Français moyen puisse facilement le prononcer. Et ensuite, il peut y avoir donc des noms de marques avec 2 mots. Ça peut être des mots qui s'opposent. Ça c'est très facilement retenable. Par exemple, si on s'appelle bleu citron, souvent un fruit avec une couleur qui n'est pas sa couleur, tout de suite ça saute aux yeux. Vert cerise, voilà, ce genre de choses, ça peut être judicieux parce que ce sont des mots simples qu'on n'a pas de doute pour les orthographes. Sur lesquels on n'a pas de doute pour orthographier, mais
mais voilà, qui est mémorisable de par cette dissonance en fait. Ça peut être également des mots dans 2 langues différentes. Wanted Gina, Poppy Fig, Petite Chérie, ça marche bien en général, ça donne un petit côté Frenchy ou à l'inverse un petit peu exotique. Moi, ce que j'aime bien, personnellement, c'est les répétitions de mots, parce que je trouve ça très pratique pour les mémoriser. Un petit peu moins pour ce qui est de la recherche sur Google, mais bon, si on se débrouille bien, ça marche. Ça peut être des toc toc toc, ça peut être cœur cœur, my my. Voilà, des mots comme ça à répétition, c'est très facile de s'en rappeler. Ok, c'est une bonne idée. Et... Ah ouais, mais j'adore. Je prends plein de notes. Ouais. Et encore une fois, ça ne s'arrête pas là. On peut encore faire pas mal de, enfin voilà, brainstormer encore sur ça. Ça peut être aussi tout ce qui contient des chiffres, des adresses, des heures. Alors, cependant, il faut faire attention parce que ça commence un petit peu à être vu. Par exemple, je sais qu'il y a des bijoux 5 octobre. Bon, on va éviter de s'appeler 6 novembre parce que ça peut porter à confusion. Mais bon, minuit 12, la 25e heure, 3 petits points, super 8, rue Gabriel, boulevard des Capucines, enfin, ce genre de noms avec voilà, des adresses, des heures qui sont donc facilement mémorisables, mais attention de ne pas tomber non plus dans le trop commun. Il y a également tout, bon, évidemment, surtout dans la bijouterie, tous les mots qui sont dans le secteur de l'artisanat, comme maison quelque chose, studio quelque chose, atelier machin. Voilà, il faut faire attention également dans ce cas-là à ce que ce petit mot rajouté, par exemple, je ne sais pas, moi je m'appelle Mélanie, je m'appelle Maison Mélane, le mot maison peut faire peur un peu, ça fait très établi, ça fait très Chanel, ça fait très maison de couture. Faut que ça représente quand même, si je suis une petite artisane, vaut mieux choisir peut-être atelier ou studio. Voilà. Donc, à prendre en compte aussi tous les jeux de mots, évidemment, comme Poupée Rousse, notamment, je pensais, qui est une créatrice de bijoux qui est rousse, ça lui va très bien. Ben oui, du coup. Peace and Love, qui est une marque de puzzle avec le mot pièce, donc qui fait peace and love. Enfin, ce genre de jeu de mots, c'est toujours très sympa à trouver. Il ne faut pas que ce soit non plus trop tiré par les cheveux, parce que voilà, il ne faut pas non plus que ça fasse que ce soit compliqué à retrouver. Donc voilà, ça, ce sont quelques pistes que je donne comme ça, mais évidemment que ça ne s'arrête pas là. On peut encore réfléchir à des tas d'autres façons d'associer les mots. Mon conseil quand même, c'est de ne pas faire de noms trop longs, à moins que ce soit quelque chose de volontaire et mémorisable, toujours. Ok, super. C'est waouh, là tu nous as donné plein d'idées. Je pense que ça doit fuser dans les cerveaux de tout le monde. Ah, j'adore. Donc là, c'est ce que tu dis, toi, c'est la 4e étape, c'est de choisir la méthode de choix du nom. Est-ce que c'est de l'association? Là, c'est de tester des choses, voilà. Ok, de tester. Et on peut donc associer, tester, on va commencer à faire des anagrammes, enfin voilà, on va faire selon quelque chose qui nous parle, là, c'est à chacun de choisir ce qui nous plaît. Et puis, surtout, ce que je conseille, c'est de ne pas se limiter à faire un choix. On va essayer plusieurs choses et on va essayer de retenir plusieurs pistes, plusieurs noms qui marcheraient. Surtout, ne pas se contenter d'un seul nom parce que par la suite, on va voir qu'il va falloir venir la tester, cette shortlist, ces noms-là. Il va falloir venir voir si on peut déjà les prendre et s'il est judicieux de les prendre. Ok. Donc ça va être effectivement du coup la dernière étape. Ok, la 5e et la dernière étape. Voilà. Super. Avant de faire le choix de the nom de marque. Ça marche. Donc effectivement, une fois qu'on a sa shortlist, on va venir la tester. Alors pour plusieurs choses, déjà, on va vérifier qu'elle ne soit pas, enfin bon, ça souvent, ça se trouve facilement sur Google, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'appellerait déjà comme cela.
Donc, on va prendre le mot et ça pour tous les noms qu'on a trouvés, on va venir vérifier que, voilà, personne ne s'appelle comme ça sur Google, que ce soit officiellement ou officieusement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui parfois ne sont pas inscrits à l'INPI, j'en parle juste après, mais qui vont quand même avoir utilisé un nom de marque. Je pense notamment souvent à des blogs qui peuvent être parfois très suivis, donc très bien référencés sur Google, mais pas pour autant inscrits à l'INPI. Donc on a tout à fait le droit de prendre ce nom-là, mais alors on n'a aucune chance d'être trouvé par la suite. Eh oui. Voilà. Donc, c'est bien de vérifier la disponibilité sur le site de l'INPI, donc INPI, ça c'est la base, c'est ce qu'il faut faire dès le départ, c'est de voir tout simplement si le nom est disponible officiellement, si on a le droit de s'appeler comme ça dans le secteur que l'on souhaite. Donc, par exemple, si on fait des bijoux, on va regarder sur le domaine de la bijouterie, joaillerie, mais également de l'accessoire, on va élargir un petit peu, voire peut-être à l'accessoire de mode. Voilà. Bon, moi, je sais que quand j'avais regardé pour Oh là là, il n'existait qu'un magazine qui s'appelait Oh là là et un restaurant. Donc, ça ne me faisait pas concurrence puisque, voilà, si on tapait Oh là là suivi de bijoux, on le trouvait très facilement. Après, voilà, Oh là là tout seul, c'était un peu plus compliqué parce que c'est une interjection commune en France. Hein, donc, forcément, il faut qu'on puisse rajouter le mot bijou derrière pour être trouvable sur Google et sur l'INPI, donc vérifier que oh là là, de la façon dont je souhaitais l'orthographier, soit disponible. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres sur le créneau, si on a le droit de le prendre. Et effectivement, même si officieusement des personnes utilisent ce nom, il vaut mieux pas le choisir non plus, tout simplement pour votre propre intérêt. Et je me permets de rajouter, vérifier sur Google et à y être sur les réseaux sociaux aussi. Parce que des fois, on peut se dire que c'est dispo sur Google et d'un coup, on se rend compte qu'il y a, et surtout les noms Instagram, c'est une vraie galère aujourd'hui, il faut le dire. Il y a tellement de personnes. Je sais que, voilà, moi, je sais que pour Oh là là, bon, j'ai pas cherché à voir exactement Oh là là. J'ai fait point bijoux, je sais qu'il y a des bijoux, je sais qu'il y a voilà, c'est un petit peu plus compliqué de nos jours avec les réseaux sociaux. Mais effectivement, le coup d'œil vaut le coup avant de Après, Après, ce sera pas forcément rédhibitoire. Non. Si tous les autres on va dire, points de la checklist sont au vert et que sur les réseaux sociaux, on n'a pas le nom exact, c'est pas absolument rédhibitoire. Oui, parce qu'on peut faire comme tu l'as fait, tu rajoutes point bijou ou un point quelque part. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance quand même à conseiller d'avoir un nom de compte sur les réseaux qui soit similaire au nom de domaine, donc à l'adresse qu'on peut avoir sur Google. Donc, mais effectivement, c'est dans l'idéal de l'idéal aujourd'hui. Tu as raison de souligner, c'est pas rédhibitoire, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, mais ça peut, si ça peut faire pencher la balance pour un nom plutôt qu'un autre. Par exemple. Exactement. Ouais. Pardon, je te laisse continuer sur du coup ce qu'il faut vérifier. Oui. Alors également, moi ce que je conseille, et c'est quelque chose que j'avais fait, mais pas assez profondément, moi, à mes débuts, mais c'est de vérifier avec différentes orthographes et différentes variations. Je reprends encore une fois mon exemple personnel, parce que celui-ci est assez marquant, on va dire, mais oh là là, moi je l'orthographie O-H-L-A-L-A. Et il y a une personne sur deux qui l'orthographie H-O-L-A-L-A. Ah oui, comme ho ho ho, le Père Noël. Voilà, exactement. Et ça, je n'y avais pas pensé tellement dans ma tête, c'était O-H-L-A-L-A. Et j'avais raconté dans la newsletter que tu as reçue d'ailleurs, la petite anecdote à ce sujet, c'est que quelques mois après m'être lancée, il y a eu Oh là là, H-O-L-A-L-A, Paris, parce que moi au départ c'était Oh là là Paris, avant d'être Oh là là bijoux, qui s'était lancé et qui faisait des bijoux pour chaussures. Oh pétaré, oui. Voilà, on s'en est rendu compte en recevant des emails qui ne nous étaient pas adressés. Voilà. Donc, il est toujours utile de vérifier effectivement l'existence d'une autre marque, alors là par exemple de bijoux, avec une orthographe légèrement différente. Donc, ne pas hésiter à le faire parce que voilà, le créneau peut être pris, mais aussi parce que parfois, il faut se mettre à la place du client qui va aller chercher sur Google, qui va se tromper dans l'orthographe,
et qui peut... Alors, deuxième anecdote d'ailleurs que je n'ai jamais racontée, J'adore. mais c'est que il existe un Olala bijou. Alors moi, je suis olalabijou.fr et il existe un Olala bijou en Thaïlande Ah oui, qui d'accord. s'orthographie exactement pareil que moi. Et là, pour le coup, d'être inscrite à l'INPI, je ne peux rien faire. Je ne peux pas les attaquer. Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas cette intention non plus. Mais donc, cette boutique existe. Et lorsqu'il y a des clients français qui reviennent de voyage, on me contacte en général pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver mes bijoux qu'ils ont vus à Bangkok. Ah, Et là, je leur explique que c'est moi la vraie oh là là, que je fais des bijoux. Et ça m'a valu, je te donne l'anecdote en avant-première, d'être du coup sélectionnée pour être exposée dans le plus grand palace du Maroc parce qu'ils s'étaient trompés. waouh, Voilà. sérieux? Oui. Oui. Donc parfois ça a du bon, mais pas toujours. Ah oui, alors là, quelle exclusivité. Merci pour toutes les auditrices. Attention. Voilà. Donc ça, voilà. Dans mon cas, ça, enfin en tout cas, je sais pas combien de ventes ça m'a. Enfin, je veux dire, combien ça a pu me faire défaut. Là, en l'occurrence, ça m'a. C'est une anecdote sympa à raconter, Oui, mais c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément envie de. Voilà. le subir, oui, oui. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. Bon, là, en l'occurrence, c'est en Thaïlande, ça semble loin, c'est pas si pire, on va dire, mais bon, voilà, il faut faire attention à l'orthographe et également donc à la disponibilité du nom de domaine. Oui, Parce que au-delà du fait d'avoir le nom de marque, il faut voir si le nom de domaine est disponible. Donc voilà, il y a un site qui s'appelle GoDaddy, mm, go-daddy.com, sur lequel on peut voir très rapidement, lorsqu'on tape un nom, où est-ce qu'il est disponible en .com, .fr. Alors je conseille toujours de l'acheter à la fois en .fr et .com. mm. C'est quelques euros par an. C'est pas, enfin ça dépend du nom de domaine, ça dépend de la fréquentation de la demande sur ce nom-là. Mais c'est quelque chose qui coûte pas extrêmement cher à faire et qui peut, voilà. Également, moi par exemple dans mon cas, j'avais du coup pris également les noms de domaine Olala, O-H-L-A-L-A et H-O-L-A-L-A en .fr et en .com. Et comme je le disais au début, je m'appelais Olala-Paris. J'avais pris également les Olala-bijoux et les Olala sans le tiret. Bon, voilà, c'était pour faire des redirections vers Mm. mon site de vente. Voilà, c'est effectivement voilà, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est un petit budget, mais au moins ça évite de se faire prendre le nom sous le nez ou alors d'avoir une personne qui a un nom trop similaire Ouais, par la suite. c'est une très bonne astuce. Merci. Voilà. Et une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, qu'on a vu que donc il y aura certainement un nom, peut-être plusieurs, hein, qui auront voilà tous ces feux au vert. Alors à ce moment-là, on peut y aller. On peut soit être persuadé du bien fondé, enfin d'avoir le bon nom entre les mains, et éventuellement, on peut faire une dernière étape qui est celle de la faire valider par son entourage. Alors là, c'est quand même à double tranchant parce que ça dépend de l'entourage que l'on a, j'ai envie de dire. Oui, Et puis, même si l'entourage est bienveillant, euh, ça reste votre marque, pas celle de votre mère, votre cousine ou vos amis. Si je propose de faire ça, c'est surtout pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui sauterait aux yeux des autres qui ne nous aurait pas sauté aux yeux. Voilà. oui, tout à fait. Si on en parle autour de soi et qu'on dit ah mais ça ressemble à, ça me fait penser à, ou alors et puis là on se dit ah mais oui bien sûr moi pas du tout mais eux oui. Surtout s'il y a Et plusieurs personnes qui font ce même retour. Mm. exactement, c'est surtout à ça qu'il va falloir penser, mais pas dans le choix, j'ai envie de dire pas dans sa décision par rapport au goût de chacun. C'est-à-dire que si effectivement votre cousine Yvette trouve que ouais bof, eh bien Mm. on s'en fiche que pour elle ce soit ouais bof parce que vous avez fait tout le travail en amont Oui, tout à fait. qui fait que voilà vous savez pourquoi vous avez choisi tel ou tel nom. Ça va être plutôt voilà pour la cousine Yvette qui va dire ah oui moi j'ai déjà entendu ça dans tel En pays en Thaïlande, vacances en Thaïlande ah au Portugal. d'accord. Voilà, ce genre de choses qui peut être effectivement l'ultime étape
avant de réserver son nom de marque sur l'INPI et en nom de domaine. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est hyper complet, je trouve. Pour résumer rapidement et avant qu'on passe à la suite des questions, parce qu'il y en a encore d'autres. Ouais. Donc, premièrement, c'est la feuille de route pour trouver son nom de marque. C'est reprendre qui est la marque, ce qu'on vend, pourquoi on le vend et à qui, pour déjà avoir une bonne vision de tout ça. Ouais. Après, brainstormer, tout noter, écrire. Au niveau de thème, on y va, on pose, on écrit tout ce qu'on peut brainstormer, des chiffres, des adresses, tout bref, tout ce qui sort, on le sort. Ensuite, on laisse reposer tout ça pendant quelques... Bon, là, on le sent, ça dépendra au niveau de ces enjeux aussi. Ensuite, on va choisir une méthode pour choisir le nom. Est-ce qu'on va faire plutôt des associations? Est-ce qu'on va mettre des langues différentes? Est-ce qu'on va répéter des mots? Est-ce qu'on va mettre des chiffres, etc. Bref, tout ce que tu as cité. Et ensuite, à la fin de notre petite shortlist, on valide qu'on ait un nom de domaine disponible, qu'on puisse le déposer à l'INPI, que ça n'a pas une autre signification dans d'autres pays. On vérifie si sur les réseaux sociaux c'est OK. Et si on a besoin d'une dernière étape, on peut le demander aussi à son entourage pour voir si ça ne fait pas écho à des choses auxquelles on serait passé à côté. Tout à fait. OK. Voilà, tu as bien résumé. Ben voilà, c'est toujours ce que je fais parce que je veux être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur et puis ça fait du bien un petit peu aussi de revenir, tout ce qu'on a vu depuis le début. Et alors moi, j'avais une autre question. Ouais. C'est quoi l'erreur que tu vois encore trop souvent aujourd'hui au sujet justement des noms de marque ou de la manière dont les noms de marque sont choisis? Eh ben, écoute, j'ai pas de légitimité là-dedans à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, tu as raison. C'est très humble. Très humble, ça se dit. C'est pas à moi d'en juger, mais si on peut parler vraiment d'erreur, je pense que l'erreur la plus commune, c'est de choisir en fait des noms de marque beaucoup trop tendance. Je pense notamment à toutes les mademoiselles quelque chose. Alors, je pense notamment dans le bijou, ça se voit beaucoup. Les mademoiselle ci, mademoiselle Pierre, mademoiselle Claude, mademoiselle... Alors, c'est très mignon, je ne juge pas la qualité du nom. Le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'en fait, dans la tête du client, c'est quasiment impossible de se rappeler si la personne qui l'a vu sur le marché artisanal il y a un mois, c'était mademoiselle Pierre, mademoiselle Claude, mademoiselle Fanfreluche, mademoiselle... il y en a beaucoup trop. Tout simplement, c'est quelque chose de très, très commun. Je parle des mademoiselles, mais ça va être également tous les noms en adjectifs féminins pluriels, comme les audacieuses, les optimistes, les intimistes, les imparfaites, les impatientes. C'est très mignon. Pareil, encore une fois, quand il y en a peu, c'est très bien. Mais il y en a tellement qu'on est à peu près 100% sûr qu'une partie de la clientèle se trompera en nous cherchant et alors avec un peu de chance, ils tomberont sur nos concurrentes. Et c'est ça, c'est tout ça en fait le problème. À vouloir taper les impatientes au lieu des imparfaites, eh ben, ils vont tomber sur la collègue qui fait également, pourquoi pas, 10 bijoux et qui va se dire ah bon c'était ça que j'ai vu, bon ben c'est chez elle que ma femme m'a parlé de ce... Voilà, le monsieur, typiquement, à Noël, ma femme m'a dit qu'elle aimait bien les bijoux qui s'appellent les optimistes. Eh bien, il va aller chercher les optimistes, mais en fait, c'était les intimistes. Et voilà, ça va être ce genre d'erreur qu'on veut absolument éviter. Également, tous les prénoms anciens, les Ginette, les Paulette, les Jeannette, les Colette, c'est très mignon, mais il y en a tellement que un prénom ancien ne ressemble à rien de plus qu'à un autre prénom ancien. Les Henriettes, voilà. C'est déjà pris, malheureusement. C'est sympa, mais c'est déjà pris. Il va pas falloir... Alors, si on s'appelle Mademoiselle Ginette, Mademoiselle Paulette, on accumule le tout. Donc ça va être... voilà, tous les noms qui sont un petit peu trop tendance, dès qu'il y a une tendance qui se dégage. Et c'est pour ça que je prends des pincettes par rapport à la liste que j'ai dictée précédemment d'idées. Il faut faire attention aussi à ce que ce ne soit pas trop tendance à un certain moment pour ne pas tout simplement se noyer au milieu de la foule. Oui. Voilà. Parce et une deuxième... Pardon, non, vas-y. J'allais dire un autre type d'erreur que je peux voir, c'est tous les noms qui commencent par mon petit atelier, ma petite fabrique les créations de bidules.
mes petites trouvailles. Alors, déjà, le mot petite, ça amenuise beaucoup. Alors, ça peut être un choix, hein, ça peut être quelque chose de vraiment volontaire, auquel cas il faut l'assumer. Mais sinon, déjà, ça rend, on voit tout de suite qu'on n'a pas envie de grandir. Ouais. Et puis, le fait d'appeler mon atelier, mes petites trouvailles ou les trouvailles de Mélanie, ou ce genre de choses, ça fait très tourné vers soi. Ça fait pas assez unique et on ne montre pas assez, mais qu'est-ce que vous voulez montrer, ce sont quoi en fait vos trouvailles, qu'est-ce que vous fabriquez et qui vous êtes. C'est très, ça fait très, je ne veux pas grandir, je vais rester dans mon petit coin. J'ai peur un petit peu. Voilà, j'ai peur de sortir et de Ouais. me montrer au monde, et ça se ressent dans le nom. Donc c'est pas des mauvais noms en soi, c'est juste il faut penser plus grand. Voilà, c'est un conseil plus qu'une erreur, mais de ne pas se cantonner, voilà, ne pas avoir peur de se jeter dans le grand bain, et puis de trouver un nom qui s'assume et qui montre exactement ce que vous vendez et à qui vous le destinez. Ouais, j'adore. Alors après, on peut, si on n'a pas envie de grandir, Voilà. c'est un choix aussi. Je pense Voilà. que les auditrices qui écoutent Créapi ont envie de grandir, donc faut pas avoir peur. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que plus ça va et plus je me rends compte qu'aujourd'hui, ben justement, j'ai l'impression, moi la première sans être créatrice, mais que les créatrices aussi, des fois, elles croient pas peut-être complètement à leur œuvre, à ce qu'elles font. Et moi, c'est vraiment des choses que je veux bousculer de plus en plus. Parce que justement, surtout aujourd'hui, il faut que leur travail soit vu, qu'elles en soient fières. Et donc, je comprends le côté non avec le « c'est dans mon petit coin, c'est tout mignon ». Non, voilà, si vous voulez aller plus loin, allez-y, quoi. A priori, si on choisit un nom de marque, c'est parce qu'on veut s'expandre, on va dire. Alors, s'expandre, ça ne veut pas forcément dire avoir une multinationale. Bien sûr. Mais ça veut dire je veux assumer le fait que je fabrique et que je le vends publiquement. Voilà, il faut se rendre public, il ne faut pas rester privé. Si on veut rester privé, il n'y a pas de souci, mais pourquoi choisir un nom de marque à ce moment-là? Alors, et tu vois ça, excuse-moi, j'en reviens à Instagram, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des personnes qui se disent « Ok, je crée, par exemple, j'ai des accessoires textiles, par exemple, voilà, des lingettes démaquillantes, tout ça. J'ai commencé à en faire pendant que j'étais, par exemple, enceinte pour mes enfants. Puis j'ai ma cousine qui me l'a demandé, puis qui en a parlé à ses copines, etc. Et un jour, on me dit, eh bien, va sur Instagram. Donc là, sur Instagram, est-ce qu'on aura, justement, sans forcément se dire, est-ce que je vais lancer mon entreprise? On va commencer à se dire, oui, je vais peut-être pouvoir le vendre, je vais aller sur Instagram et donc, je vais peut-être faire les petites trouvailles. Ou oui. est-ce que... Alors ça, effectivement, c'est souvent comme ça que l'on débute. Mais alors, à ce moment-là, je me dis que le jour où on se pose la question d'officialiser son nom de marque, c'est peut-être le jour où il faudra laisser tomber ce petit nom temporaire qui était voilà, ma tanière, oui. là où personne ne sait trop ce que je fais, où je m'expose sans m'exposer. Et puis, parfois, c'est vrai que les créatrices qui débordent d'idées ont parfois envie d'inviter les gens à venir voir, à venir découvrir leur univers. Donc, on a envie de dire, voilà, moi, ma marque, ça va être le petit univers de Sandrine. Mais pourquoi Sandrine est intéressante? Pourquoi est-ce qu'on viendrait découvrir son univers? Si on vient voir l'univers de Sandrine, c'est qu'on connaît déjà Sandrine. Donc, il faut dire pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que ton univers, il est intéressant? Il n'est pas intéressant parce que c'est ton univers. Ton univers, il est intéressant parce que tu proposes. Et c'est exactement, dans la feuille de route, c'était la première étape. Donc, tu vois, tu reboucles hyper bien. Ouais. Ça, c'est hyper important. Moi, je sais que je suis passée à côté de ça. Donc, tu vois, je vais faire bien mes devoirs pour le prochain. Mais après, c'est vrai que quand on débute, on peut pas réfléchir à tout. Oui, bien sûr. On va, et d'ailleurs, ça va être peut-être un peu contradictoire avec tout ça, mais moi, je propose souvent de faire plutôt que de parfaire. Donc, il vaut mieux ne pas hésiter à se lancer avec un nom qui ne va pas bien, quitte à le changer après. Et je sais que c'est une question qui va venir. Justement, c'est la prochaine. Donc, du coup, on y va? Alors, oui. Alors, je n'ai pas eu cette expérience, même si je me suis posé la question moi-même de changer à un moment mon nom de marque.
Et encore aujourd'hui, puisque avec apprendre la bijouterie, j'ai fait une deuxième erreur. Ça avait été beaucoup plus. Donc, j'ai cette activité de création de bijoux qui s'appelle Olala Bijoux et j'ai cette activité de formatrice, pardon, je cherchais le mot, en bijouterie, donc avec apprendre la bijouterie. Et là, pour le coup, j'avais un peu plus réfléchi mon nom. Le problème, c'est que j'avais réfléchi pas assez loin, j'avais réfléchi au référencement. Oui. Voilà, pour être très vite, très facilement, très bien remonté sur Google. Et donc, j'avais pris en exemple un autre site qui s'appelle Apprendre la photo. Ah, de Laurent Breillat. De Laurent Breillat. Que j'ai suivi. Voilà. Ah, c'est trop marrant. J'adore. Et oui. Et pour moi, ça me semblait une évidence. Ah mais oui, apprendre la photo. Dès qu'on veut apprendre quelque chose, on tape apprendre la photo et on tombe dessus. Et c'est très bien référencé sur Google. Et voilà. Et bien, je me suis dit, moi, c'est apprendre la bijouterie. Donc, j'ai été immédiatement très bien référencée sur Google et sur YouTube. Et donc, pas de souci. Le problème, c'est que ça reste pas assez identifiable. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'appelle avec le prénom de mes concurrentes parce que c'est pas assez identifiable. Donc je me suis posé il y a 2 ans de ça, j'ai refait un rebranding de mon site. Enfin voilà, c'est même pas un rebranding, j'ai fait un branding. Ouais, je vois bien. Parce que voilà, comme je disais juste avant, je suis toujours dans l'idée de il faut mieux faire et ensuite on parfait. Mais donc voilà, j'avais fabriqué tout ça. Une fois que ça a marché, je me suis dit, OK, maintenant, on va professionnaliser un petit peu le truc. Donc, j'avais refait mon branding et la question s'était posée de est-ce que je change l'image et le nom ou est-ce que j'y vais petit à petit. Et j'ai pris cette deuxième option, ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'appelle toujours Apprendre la bijouterie parce que j'avais un petit peu peur de vraiment tout ficher en l'air si je l'enlève. Mais par contre, petit à petit, avec mon branding, j'arrive à amener vers des choses plus visuellement impactantes. Et donc, c'était tout le travail que j'ai fait avec ma graphiste. Je lui ai dit, je ne veux pas un logo qui soit joli, je veux un logo que l'on puisse retenir. Je veux une charte graphique qui fasse que quand on voit mon compte Instagram, mon site, ma carte de visite, mes formations, on sache que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Si mon nom, il est très générique, visuellement, je voudrais compenser. Donc, on a commencé par ça. Donc ça, c'est une première chose qui peut être faite, c'est-à-dire on peut garder un nom qui n'est pas forcément judicieux et commencer à compléter autour. Et moi, je sais que ça, c'est un travail de longue haleine qui fait que si un jour je change à prendre la bijouterie, je n'aurai pas peur de tout perdre parce que j'aurai renforcé tout ce qu'il y a autour. Bon, mais là, on parle de choses déjà peut-être un peu plus établies. J'imagine que quand on se lance en tant que créatrice, on n'est pas non plus dans ce stade de réflexion-là. On a peut-être, comme on le disait juste avant, pris un nom qui nous plaisait au départ parce qu'il nous a popé en tête comme ça un jour, et puis à y réfléchir, on se dit qu'il n'est pas forcément adapté. Alors, je dirais qu'il n'y a pas... comment dire, les conseils ne sont pas très nombreux, c'est toujours quelque chose de délicat à faire, surtout si on est bien établi. Donc, un premier conseil, ce serait d'avoir cette réflexion le plus tôt possible, déjà. Comme moi, je peux avoir cette appréhension, j'imagine que tout le monde peut l'avoir, quel que soit son stade de développement, c'est-à-dire que si on change de nom, on perd tout le monde. Alors, on va faire en sorte que ce ne soit pas le cas, mais c'est une appréhension que l'on a. Et donc, je conseille, si possible, d'avoir cette seconde réflexion sur son nom de marque assez rapidement si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comme je disais avec Olala Bijoux, une fois que la notoriété est assez mise en place, on peut garder un nom de marque qui n'est pas parfait parce que, voilà, qui est compensé par le fait que la marque est déjà établie. Donc, si on veut le faire plutôt en amont. Et ensuite, ça va être mon deuxième conseil, donc d'énormément forcément communiquer dessus pendant une longue période. Ne pas faire l'erreur de penser que parce qu'on a mis un jour un post sur Instagram en disant « Hey, au fait, je change de marque, je change de nom », que ça va passer crème et que tout le monde l'aura lu. Il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de personnes qui lisent absolument 100% de notre contenu. Donc, il va falloir le répéter, quitte à agacer parfois un petit peu son audience, mais au moins, ça sera marqué dans les esprits. Et puis, changer petit à petit, peut-être
la couleur, la charte graphique, le nom, le logo, le faire découvrir, discuter autour, demander ce que vous en pensez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans sa newsletter, sur son site. Voilà, montrer ses nouvelles cartes de visite. Il va falloir communiquer dessus. Pourquoi pas le faire en plusieurs étapes, dévoiler d'abord le nom, ensuite un nouveau logo, ce genre de choses. Donc le faire avec une stratégie de communication qui soit quand même assez adaptée et assez long terme. Et enfin, le troisième conseil que j'aurais, c'est de garder les noms de domaine précédents et de faire une redirection. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait avec Olala Paris. Parce que quand j'ai déménagé de Paris, je me suis dit que ça n'avait plus de sens de s'appeler Olala Paris. Et je me suis appelée Olala Bijoux. Oui. Et du coup, j'ai gardé quand même olalaparis.fr et .com pendant peut-être, je crois que, non, encore aujourd'hui, je les ai encore. Bon, je pourrais m'en débarrasser. Mais faire une redirection, ça permet, voilà, tout simplement à ceux qui n'auraient pas vu ce changement, cette transition, ou quelqu'un qui retrouve une vieille carte de visite et qui souhaite revenir dessus, de pouvoir en tout cas être redirigé sur le site web. De même pour Instagram, pourquoi pas voilà, garder deux noms et faire un double compte pendant un certain temps avant de faire basculer. C'est pas une obligation. Oui. Mais si on veut vraiment démarquer et garder un même nom de compte, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder les deux pendant un certain temps. Oui. C'est un très très bon conseil et effectivement c'est ce que je conseille aussi sur Instagram si on décide de changer le nom de compte, alors pas forcément changer le nom de sa marque mais son nom de compte, c'est par exemple je veux enlever les points ou je veux ajouter un petit mot, l'idée c'est effectivement de créer un autre compte avec son ancien nom de compte et dans la biographie de bien mettre que le nouveau compte est arrobase, on peut mettre justement un nom de compte dans sa biographie, comme ça les gens n'ont qu'à cliquer dessus. En mettant un petit visuel aussi sur le feed qui montre que voilà, ou mettre des stories à la une. Après, de tout ressaisir sur les deux comptes, personnellement, je suis pas trop pour parce que du coup, on divise par deux la portée de ce contenu à chaque fois. Et puis pareil, si on est tagué en story avec l'ancien compte, de toujours bien repréciser que on est sur ce nouveau compte-là pour sensibiliser au maximum. Mais c'est pas le plus important non plus. Enfin. Mais quand même, il faut en tenir compte. Il y aura aussi. Pensez peut-être aussi, je pense à une toute petite chose, c'est les pop-up sur le site internet. On peut laisser pendant un petit moment, pendant toute une période de transition, un petit pop-up qui apparaît en disant hey, oh là là, changez de nom. Enfin voilà, un petit mot sur la page d'accueil qui fait que voilà, la personne qui se connecte tout de suite comprend qu'en fait, elle s'est pas trompée de site. De toute façon, c'est ça, c'est communiquer sur tous ces supports de communication. Voilà. Et puis surtout, ne pas faire l'erreur de penser qu'on va saouler les gens avec. C'est pas grave. Oui, ça c'est globalement pour toutes nos communications. Il ne faut pas hésiter à répéter, puisque entre le fait que l'algorithme ne montre pas à tout le monde, que tout le monde n'est pas tout le temps sur les réseaux, et qu'en plus il faut, je crois, un message, il faut qu'il soit vu 7 fois pour être compris. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. Sans rentrer dans ces chiffres-là, dans tous les cas, il faut le répéter. Même si on a l'habitude de faire une newsletter, par exemple hebdomadaire, voilà, répéter en fin de newsletter, au fait, je vais changer de nom, au fait, on a changé de nom. Ce genre de choses, ça peut être, voilà, ne pas, sans forcément en faire une newsletter à chaque fois, mais le signaler, le garder en fin de newsletter, de site, de communication de manière générale. Après, du coup, je réfléchissais, je me suis dit, est-ce que ce qui pourrait, si à un moment donné, voilà, il y a un nom qui pop bien, qui plaît à la créatrice, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un petit passage pour que justement ça soit plus doux, ce changement, avec, par exemple, elle décide de créer une collection particulière qui utilise justement une partie de ce nom. Comme ça, elle commence à être identifiée sur une collection. Je ne sais pas si ça apporterait pas plus de confusion. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si le message, il est noyé, je pense que ça peut créer de la confusion en disant, attends, elle s'appelait comment déjà? Oui, c'est vrai. Non, il faut que ça soit peut-être plus franc. Tu as raison. Oui, parfois. En plus, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, les gens ne vont pas être choqués. Ils vont peut-être justement réagir si on passe de l'univers, si on s'appelle
mes petites trouvailles, qu'on a un univers très doux, très pastel, et puis qu'on décide de s'affranchir et de mettre un truc bien plus foncé, avec un logo marquant et un nom très impactant. Alors bon, il faut que ce soit en accord avec ce qu'on fait, hein, toujours. Oui. J'imagine mal quand même passer de quelque chose à son inverse, mais bon, admettons qu'on assume vraiment une nouvelle identité qui va avec le nom de marque, pas uniquement le nom de marque, l'identité qui va avec. Et bien ça peut faire réagir, c'est l'occasion de parler, l'occasion de ah bon, maintenant tu t'appelles comme ça, mais pourquoi? Et alors ensuite on peut expliquer, on peut faire des posts sur ça, des stories, de dire pourquoi est-ce qu'on a changé de nom, qu'est-ce qui nous a inspiré. Voilà, on peut créer toute une histoire qui va autour et pendant un certain temps communiquer dessus et jusqu'à ce que ça devienne, que ce soit, comment dire, voilà, sur les roues. Donc toi, tu conseilles donc quand même vraiment de ce changement, de le renforcer. Alors certes avec de la communication, mais aussi pourquoi pas un rebranding aussi, pour que visuellement ça... Alors souvent ça va de pair quand même. Ouais, okay. Enfin, je veux dire, s'il y a un changement, hein, je ne parle pas d'un premier nom, forcément un premier nom, ça va venir, ça va se construire petit à petit. Je pense que si on change de nom, il faut changer le branding avec. Et par là, je ne parle pas non plus forcément de faire quelque chose en grande pompe. Hein. Ça peut être uniquement passer d'un bleu clair à un bleu plus soutenu, avec un logo, avec un empattement un peu plus spécifique. Mais si on change de nom, il faut visuellement ça se voit. Ok. Si par exemple on s'appelle Oh là là et qu'on devient Aïe aïe aïe, il ne faut pas qu'il y ait la même typo, il va falloir un petit peu visuellement l'impacter aussi. Bien sûr. Ok. Oui. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais d'autres conseils sur justement le changement de nom. Alors principalement de la communication. Enfin déjà, non, hop, on n'est pas obligé. On peut aussi quand même garder son nom, mais renforcer avec ce qu'il y a autour visuellement. Ouais. On peut aussi, ce qui va être important, ça va être de communiquer énormément aussi sur ce changement et de l'apporter. Ouais. Encore une fois, on revient à tout cet aspect visuel, comme tu le disais précédemment. Voilà, exactement. Okay. Bah, écoute Mélanie, on arrive bientôt à la fin de l'épisode et avant de passer au jeu de la fin, tu es une créatrice, même si on a parlé beaucoup plus là, tu es venue plutôt en tant que formatrice, mais tu es une créatrice quand même avant tout avec Oh là là Bijoux. Et toutes les créatrices qui passent à ce micro, j'aime toujours leur demander qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour vendre en ligne. Toi, en plus, c'est intéressant, tu disais que tu avais une notoriété qui avait quand même pris sa place. Donc, j'aurais aimé savoir comment tu t'étais pris, qu'est-ce que tu avais mis en place, toi, de ton côté, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Eh bien, écoute... Pour ma part, quand je me suis lancée, en tout cas, ça avait été assez, on va dire, à la fois instinctif et un petit peu dicté par les circonstances. En l'occurrence, je me suis lancée à un moment où il n'y avait pas énormément de concurrence sur ce domaine-là. En tout cas, ça commençait à se développer. Donc, j'avais commencé, comme beaucoup de personnes, sur Etsy en ayant une vitrine. Mais à l'époque, Etsy fonctionnait quasiment comme un moteur de recherche. Donc, c'était facile d'être trouvé. C'est pas forcément ce que je conseille aujourd'hui, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Depuis, j'ai laissé tomber ce type de vente. Mais j'ai un site internet, donc olalabijoux.fr, vous aurez compris, qui me permet de vendre en ligne. J'ai également tout un réseau de revendeurs. D'accord. Qui m'ont trouvé ou que j'ai démarché. J'ai également une présence sur les réseaux sociaux, bien que plus alimentée depuis un petit moment parce que, donc, comme j'expliquais, j'ai plutôt développé la partie formation ces derniers temps. Donc ça, c'est pour ce qui est de ma présence en ligne. Elle se limite à ça actuellement. Et c'est vrai que par le passé, j'avais également d'autres canaux de distribution sur des sites internet, via des box également avec lesquels je collaborais. Et ce que j'ai essayé beaucoup de mettre en place, c'est des partenariats, que ce soit avec des influenceurs, avec d'autres artistes, avec d'autres artisans, voilà, ce genre de choses. Ok.
Oui, tout ce dont on parle sur le podcast. Donc Voilà. Alors, je rassure parce que ça peut faire peur un peu, mais j'ai pas fait ça d'un coup. Ça a été des opportunités, ça a été des concours de circonstances, des choses que j'ai appris, des choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont marché. C'est pas, là, je parle de 12 ans d'expérience derrière moi, hein, donc je veux pas que ça mette une pression trop forte. Si on se dit, oh là là, moi je suis pas sur tous ces fronts. Voilà. Et puis c'était couplé aussi à une stratégie, enfin, je ne dis pas une stratégie, à de la vente physique. J'avais une boutique atelier. Je faisais des marchés, j'avais ouvert une pop-up store avec des amis. Enfin bon, c'était pas uniquement de la vente en ligne, et souvent l'un nourrit l'autre. Ok. Oui, quand la vraie vie rencontre le digital, comme j'aime bien Voilà. le dire, tu as été sur les deux fronts, donc voilà. Oui, et ça peut être une stratégie que de n'être que en ligne. Hein. Ce n'est pas de nos jours, c'est tout à fait viable, je pense. Oui. Après, il y a du monde en ligne aussi, Oui. Donc voilà, là-dessus, il faut trouver encore une fois le juste milieu. Ça pourrait faire vraiment notre épisode. Je te propose qu'on clôture, même si il y a le jeu de la fin. Avant, est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir, peut-être? Des projets à venir. Alors, cette année, je continue la formation technique en bijouterie. Donc, pour celles que ça intéresse, il y aura une formation sur le Goldfield, sur la fonte à cire perdue, sur le sertissage. Donc ça, c'est tout le côté technique. J'ai un projet un peu plus palpable, mais je ne vais pas le dire parce que ça reste encore... Ça marche. Voilà, il y a un côté un petit peu superstitieux derrière. Hein. Je n'en parle pas tant qu'il n'est pas réalisé concrètement. Pas de souci. Mais suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être mise au courant dès que ce projet sortira. Et voilà. Et j'ai d'autres formations un peu plus axées business, administratif, entrepreneuriat, qui verront le jour soit en fin d'année, soit en début d'année 2024. Cool. Voilà. Mais écoute, du coup, principalement aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux, quoi, plutôt sur Instagram? Alors, j'ai fait le choix d'être présente uniquement sur Instagram, sur YouTube et sur mon site internet /newsletter. Donc apprendre-la-bijouterie.com pour le site internet, et les réseaux sociaux suivent de la même façon, Apprendre la bijouterie. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais si on veut venir rapidement échanger avec toi, j'imagine que ce sera plutôt via DM sur Insta. Voilà, sur Facebook, je suis pas. Enfin, bon? J'y suis, mais je n'y traîne pas beaucoup, donc D'accord. Je mets du temps à répondre. Si, j'ai un Pinterest aussi, mais c'est pas là non plus où je communique avec les gens, donc non. Voilà, non, c'est surtout Instagram et par email. Voilà. Super. Bon, écoute, merci beaucoup Mélanie, tu nous as donné beaucoup de choses. Et puis je te propose du coup, avant de se dire au revoir, qu'on passe au jeu de la fin. C'est devenu une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. Donc le jeu, c'est le ceci ou cela. Donc je rappelle rapidement les règles. Sur différents sujets, je vais te proposer 2 options. Tu ne devras faire qu'un choix et je te propose que l'on fasse ça en 1 minute. Du coup, je lance le chrono. Est-ce que c'est bon pour toi? Allez, je suis prête. Été ou hiver? Été. Norvège ou Portugal? Portugal. Mac ou PC? PC. Shampoing solide ou liquide? Liquide. Crêpe ou glace? Crêpe. Instagram ou TikTok? Instagram. Or ou argent? Or. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Chocolatine ou pain au chocolat? Je suis obligée. Chocolatine, of course. Ah non! Je suis de Toulouse. Fleur ou bougie? Fleur. Fruits ou légumes? Fruits. Appel ou texto? Texto. Chat ou chien? C'est quoi ces questions? Chat. Organisé ou désordonné? Organisé. Vendre en ligne ou dans la vraie vie? Dans la vraie vie. C'est fini. Ça y est. Je t'ai coincé un petit peu sur le chat et sur les animaux.
Ouais, c'est quand même des questions pas faciles. Et en plus, j'ai une liste, mais je m'en suis rajouté une. Je ne savais pas que tu étais au Portugal. Donc, Norvège ou Portugal, elle est sortie comme ça. Ah ben ouais. Et c'était sûr que tu allais dire Portugal. J'aurais dû faire Non, autre chose. c'est comme été ou hiver. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis au Portugal? Je sais. Et oui, on ne sait jamais, tu sais, des fois. Non, ouais, sinon je souffrirais beaucoup si j'étais plus hiver. En tout cas, j'ai appris que tu étais de la région toulousaine, la région chocolatine. Ouais. Voilà, vous êtes Je quelques-unes sur le podcast. Je suis une chocolatine power, effectivement. Okay. Cette question est toujours utile. Ouais. Et c'est une vraie question de la vraie vie. C'est une vraie question, bien sûr. Merci de l'avoir posée. J'ai rétabli la vérité. Non, on va arrêter là. Moi, je suis à Montpellier, je tiens à le préciser quand même. Ah, Montpellier, c'est pas chocolatine. Ah, surtout pas, c'est pas un chocolat. Pourtant, c'est la même région Occitanie, mais non, on est bien sur le pain au chocolat. Il faudrait faire un nouvel épisode de podcast sur chocolatine ou pain au chocolat. Ouais, c'est ça. Ah là là, en tout cas, merci beaucoup, Mélanie. J'espère que tu auras apprécié ces quelques minutes. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié de pouvoir échanger avec toi. Donc, je te remercie encore une fois de ton temps et de tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça pourra guider mes auditrices. Et puis, je te propose qu'on se quitte là. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Eh ben écoute, non, moi je voulais te remercier de m'avoir invité sur ton podcast. C'était un très bon moment. J'espère aussi avoir pu aiguiller voilà des personnes qui se poseraient des questions sur leur nom de marque. Et puis voilà, avec plaisir pour un prochain épisode sur un autre sujet. Ah ben avec grand plaisir, c'est noté. Merci beaucoup Mélanie et à très vite. Toi, Marie. Je vous retrouve juste pour la conclusion de l'épisode. À bientôt. À bientôt. Voilà, alors j'espère que cet épisode très complet t'aura plu. Mélanie avait beaucoup de conseils à te donner et j'ai vraiment adoré échanger avec elle à ce sujet et entendre tous les conseils et toutes les idées qu'elle avait à nous partager. Si toi aussi cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, à lui laisser un petit message sur ton appli de podcast préféré ou lui laisser une note. Sans retour de ta part, il est difficile de savoir si mon contenu te plaît et c'est donc le meilleur moyen pour me le dire. Je te remercie infiniment pour les quelques secondes que tu vas prendre de ton temps précieux pour me laisser un avis sur cet épisode. Et d'ici le prochain, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!